Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Rémi Villemur, c'est une journée qui devrait être une journée de recueillement, d'apaisement, de compassion pour les victimes du 7 octobre 2023. Une journée pour avoir une pensée pour les 97 personnes qui sont toujours détenues ou mortes en captivité, donc les 97 otages du Hamas. Mais à la place, là, notre collègue Alexandre Moranville-Ouellette est devant Concordia où les gens, où il y a des, moi je sais pas comment les qualifier, qui crient à l'intifada. Donc, un petit peu de littérature, un petit peu peut-être des suggestions de lecture pour être moins con à la fin de la journée? Ben oui, puis pour comprendre pourquoi les gens sont cons aussi, parce que, vois-tu, moi j'ai bien aimé ta chronique le dimanche dans le journal, dimanche soir, ce matin dans le journal papier. Tu proposais de la lecture pour rendre les gens moins cons. Et moi, c'est ce qui m'intrigue depuis quelques mois déjà. Je me dis pourquoi les gens sont ou alors silencieux, quand vient, par exemple, le temps aujourd'hui de dénoncer ce qui s'est passé auprès des femmes là-bas, des femmes qui ont été violées. Moi, j'ai lu une seule chronique sur le sujet. Enfin, on va deviner c'est qui l'écrit. Non, je pense qu'elle est juste devant moi. Puis, donc, comprendre le silence et comprendre, sinon, l'espèce de soutien indéfectible à la cause palestinienne, pour ne pas dire la haine de l'État d'Israël. Pour comprendre ça, à mon avis, qu'est-ce qui se présente? C'est surtout l'ignorance. C'est que les gens ne comprennent pas ce conflit. Moi, quand j'avais 17 ans, j'étais au cégep et il y avait des tensions entre Gaza et le Hamas et Israël et on n'arrêtait pas de me mettre une carte. C'était les débuts des mimes. Sur Internet, on mettait une carte du territoire de la Palestine en 48, 67, 73 et aujourd'hui. Et là, on me disait, regardez, voici la seule façon de comprendre ce conflit-là. Non, en fait, ce conflit-là n'a pas commencé en 48. Et si on lit sur l'histoire de ce conflit-là, on découvre plein de choses qu'on n'entend presque jamais. Pour commencer, je dirais ceci. Les Israéliens, aujourd'hui, qui étaient donc des Juifs qui partaient d'Europe, qui ont été expulsés des pays arabes à l'indépendance. Donc, d'Afrique du Nord, de plein de pays, oui. 800 000 Juifs ont été expulsés d'Égypte et d'Irak et se sont retrouvés où, tu penses? Et pense pas 2 secondes que les Égyptiens et les Irakiens ne pensaient pas qu'ils s'en allaient directement en Palestine en les expulsant aussi. Avant le plan de partage de 47, il y a eu un autre plan de partage. En 1937, on a offert aux Juifs 25 % du territoire et aux Arabes 75 %. Les Arabes ont refusé 75 % du territoire. Ils ont refusé ensuite le plan de partage en 47. Les faits sont têtus, quand même. Ben oui, absolument. Quand on nous dit qu'il faudrait négocier, il faudrait une solution à 2 États, il se trouve qu'il fut un temps où les Juifs n'avaient vraiment pas le plus gros bout du bâton et les Juifs ont refusé en 37 parce qu'ils avaient acheté tellement plus de terres que ce que le plan proposait. Ils se sont dit, on va attendre un peu plus. Mais en 47, ils ont accepté, les Arabes ont refusé. Ils ont refusé. Quand on nous dit solution à 2 États, il faudrait bien qu'on remarque dans l'histoire qu'il y a eu un esprit de collaboration. Donc, première chose, les plans de partage, il y en a eu plus qu'un, ça a été refusé à chaque fois. Toutes les guerres, tous les conflits, la guerre de 6 jours, la guerre du Kippour, le premier conflit israélo-arabe 48, ils ont toujours été, ces conflits-là, amorcés par le camp des Arabes, à chaque fois. Et les Juifs ont chaque fois gagné la guerre. Et quand on gagne une guerre, on ne comprend pas vraiment ça ici au Québec parce qu'on ne connaît pas ça, la guerre en tout cas. Ça fait longtemps. Quand tu gagnes une guerre, tu gagnes du territoire. Et quand tu perds une guerre, tu perds du territoire. Donc ça, c'est une façon aussi de comprendre ce qui s'est passé. C'est pas comme si les Juifs avaient attaqué et avaient gagné et avaient conquis du territoire. Ils se sont défendus et ils ont fait des gains et ils essaient de conserver l'intégrité du territoire aussi. Ça, c'est une autre chose qu'il faut quand même rappeler. Oui, puis ces rappels-là sont importants et je me demande si on faisait justement, comme fait notre collègue Alexandre Moranville-Ouellette en ce moment, le tour des différents campus, Concordia et McGill, et qu'on posait des questions simples quand même à toutes sortes de sympathisants qui en ce moment ont choisi cette journée du 7 octobre pour aller manifester leur appui. Combien d'entre eux et combien d'entre elles connaîtraient ces données-là ou seraient capables, même quelque chose de très simple, de situer Israël sur une carte et qu'on voit que ce n'est qu'un petit bout de territoire entouré d'immenses territoires arabo-musulmans et combien de gens seraient même capables de situer dans cette carte d'Israël, à côté d'Israël, où est la bande de Gaza? Et quand on dit, quand on les entend, « From the river to the sea », quelle est cette fameuse, non pas un river, mais un fleuve? Quel est ce fleuve et quelle est cette mer? 99% des gens ne seraient pas capables. C'est ça qui gosse
Oui, c'est ça qui gosse. Puis ce qui gosse aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on dit que les Israéliens sont illégitimes alors qu'ils ont acheté de la terre, et notamment à des Arabes qui vendaient des terres aux Juifs, donc ils sont devenus propriétaires de ces terres-là. Quand on nous parle aussi du plan de partage de 47, puis qu'on nous dit c'est donc bien injuste de proposer en 47 55% du territoire aux Juifs, regardez ce qu'on propose aux Juifs en 47. Vous avez la moitié de ce territoire-là qui est un désert. C'est le désert du Negev, dans lequel habite seulement 8% de la population israélienne aujourd'hui. Donc oui, 55%, c'est plus que 45%, sauf que si je vous donne 55% de la tarte, puis que la 40% de la tarte, c'est un truc qui s'habite pas, ben ça remet les choses en perspective. Je te parle... Oui, je veux juste souligner, parce que donc je viens de faire une entrevue, les gens vont pouvoir écouter ça sur cube.ca, une entrevue avec Rachel Binaz, qui a écrit un livre donc sur les Français en Israël, victimes du Hamas, et elle est allée à 2 reprises en Israël interviewer des gens qui ont survécu au pogrom et au massacre du 7 octobre, et à un moment donné, il y a une des personnes qu'elle interviewe qui dit, ben, écoutez, nous, on est tout à fait en faveur de ce qui est en effet une résurgence, puis mais regardez les milliards et les millions qui ont été envoyés à Gaza. Et ça a été utilisé pour creuser 500 kilomètres de tunnels. Si cet argent-là avait été utilisé pour créer des écoles, des hôpitaux, une industrie florissante, ben aujourd'hui, Gaza, ce serait le paradis sur Terre. Oui, puis quand ils ont envoyé des missiles en Israël et que les soldats ont ramassé les missiles, ils se sont rendus compte parfois que c'était des tuyaux qui avaient été utilisés pour faire de la tuyauterie. Donc, ils ont défait la propre tuyauterie pour utiliser ça comme des armes. Je te parle d'ignorance, mais il faut parler d'autre chose. Il faut parler d'hypocrisie. Oui. Parce que ça, c'est un autre livre que j'ai lu cette année. C'est un livre de Brendan O'Neill sur toute cette hypocrisie de la gauche progressiste dans ce discours-là, dans ce conflit-là. Quel est le titre du livre de Brendan O'Neill? C'est After the Pogrom, 7 October, Israel and the Crisis of Civilization. After the Pogrom, ça c'est important parce qu'en effet, il y a des gens qui disent les événements, les attentats, ou ils disent l'attaque. Mais quel euphémisme? C'est un pogrom. Le pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui. La gauche progressiste nous parle souvent de féminisme. Mais où sont les féministes en ce moment pour dénoncer le premier anniversaire de viols massifs devant des familles, devant des enfants, des femmes qui ont été, et je dois le dire, désarticulés. Ils ont brisé des jambes pour pouvoir mieux les utiliser. C'est horrible. Et personne, j'ai pas entendu une seule chroniqueuse à part toi parler de ça. On parle de diversité. Et j'en parlais le 10 octobre, vous irez voir sur mon site, dans le Journal de Montréal, le 10 octobre 2023, je posais la question, où sont les féministes québécoises? C'est quoi l'affaire la plus importante pour la gauche progressiste? C'est la diversité. Alors pourquoi il n'y aurait pas un État où il y aurait une majorité de Juifs au Moyen-Orient? Si c'est si riche que ça, la diversité, s'il faut tant de diversité, pourquoi pas un seul État où il y aurait une majorité de Juifs au Moyen-Orient? Ben oui, les pro-diversitaires, ils veulent pas d'État juif. Quelle folie. Et on se rend compte aussi dans ce discours-là que finalement, la raison pour laquelle les Israéliens sont coupables, c'est parce qu'ils sont blancs. Et c'est parce qu'ils vivent à l'occidental. Et ce sont les 2 ennemis de la gauche woke aujourd'hui. C'est la couleur blanche, être de race blanche et vivre à l'occidental. Si vous faites les 2, ben vous êtes coupable en partant. Vous devez mourir. Simplement. Ce sont des rappels extrêmement importants, puis je suis contente que tu suggères toi aussi d'autres lectures, mais moi je dirais lisez aussi des auteurs israéliens. Il y a plein d'auteurs israéliens qui sont extrêmement critiques du gouvernement Netanyahou, et moi la prochaine fois que je parle à des féministes et que je leur dis pourquoi vous ne dénoncez pas les viols de femmes israéliennes et qu'elles me répondent en me parlant de Netanyahou, je vais leur dire, c'est quand la dernière fois que vous avez dit à une femme québécoise qui s'était fait violer, as-tu voté pour François Legault? Je m'excuse, mais c'est absolument indécent de se faire répondre ça. Toutes mes pensées aux victimes et aux survivants des attaques et du pogrom du 7 octobre. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À demain.